Salut tout le monde, bienvenue à cette 4e saison du podcast Femmes de fer. Je vais vous souhaiter bon retour pour ceux et celles qui m'écoutent depuis tout ce temps. Et bonjour à ceux et celles qui s'ajoutent cette année. Je suis très contente d'être de retour et de vous offrir encore plein d'invités incroyables. Et pour ce 114e épisode, j'ai l'honneur de recevoir l'autrice Kim Thuy. Elle a quitté le Vietnam avec les Boat People à l'âge de 10 ans. Elle a été dans les camps de réfugiés en Malaisie à la fin des années 70. Elle s'est installée au Québec avec sa famille, a étudié le droit et la traduction. Elle est devenue avocate, puis restauratrice, avant d'écrire son premier roman « Rue », qui a décroché des dizaines de prix et distinctions à travers le monde. Il sera d'ailleurs adapté au grand écran prochainement. Elle a aussi écrit d'autres romans, 2 livres sur l'autisme qui l'ont aidé à mieux comprendre son fils Valmont. Et pour moi, Kim Thuy, en regardant sa biographie, je me dis qu'elle a vécu 10 vies et j'ai l'honneur de faire une entrevue avec elle où elle nous offre un masterclass sur la vie, sur l'écriture et la création. Alors, je vous le dis tout de suite, ouvrez grand vos oreilles, écoutez, reculez, réécoutez à nouveau, réécoutez, revenez à ce podcast parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans ses paroles et tous les livres dont on parle durant le balado, eh bien, seront mis en référence dans la description de l'épisode. Avant de débuter l'entrevue, je vous invite à vous abonner à l'infolette de Femmes de fer. Vous allez être au courant des prochains invités, mais aussi de ce qui se passe dans la vie des femmes de fer, des projets qui les passionnent. Mais sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Bonjour Kim! Allô! Ça va bien? Oui, quelle belle cuisine, toute propre. En tout cas, je peux pas dire que ma cuisine est aussi propre en ce moment. Mais c'est parce que les comptoirs, il y a un petit îlot, là, mais en arrière, les comptoirs sont pas si propres que ça. Même pas présentable chez nous en ce moment. Non. Il y a eu la vague du petit déjeuner qui est encore là, de tout le monde. Et donc, je me suis enfuie, en fait. Comment ça se passe, justement, cette routine-là, en ce moment? Est-ce qu'on t'a pris un air d'aller? Est-ce que c'est... J'ai adoré la pandémie parce que mon plus vieux, il a 22 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Et il vient de terminer son barreau, il fait son stage pour devenir avocat. Là, Mm-hmm. que s'il n'y avait pas de pandémie, il n'aurait pas passé les 2 dernières années à la maison. Tant que ça, parce qu'il y a, en tout cas, il y a plein de parties, de cocktails, de soirées, d'amis, de hockey, de ci, de ça. Ouais. Alors que là, non, on était juste en cocon, 3 repas par jour ensemble. C'est un cadeau du ciel. Ouais. Je pense que la pandémie est arrivée pour moi, tu sais, pour mon petit cadeau-là. Mon Dieu, je pense que c'est la première personne qui me dit « Je suis tellement contente de la pandémie ». Il y a comme un message à prendre en arrière de ça. C'est sûr, c'est autrement. On ne peut pas comparer le temps avant et le temps pandémie. Ce sont 2 temps. Avant, oui, il y avait le plaisir de voyager, de rencontrer beaucoup de gens extraordinaires. Les lecteurs et les lectrices, t'arrives toujours avec des histoires en tout cas, à rêver, à faire rêver, à te donner envie d'écrire d'autres histoires encore pour eux, à propos d'eux. C'était une autre énergie, c'était une autre nourriture. Tu sais, c'est comme, j'ai pas comparé les 2 temps que j'ai fait. Par contre, c'est vrai que j'ai pris le meilleur de la pandémie. D'avoir le temps de réfléchir peut-être plus en profondeur, tu vois, au lieu d'aller à l'horizontale, on est allé à la verticale. Et ce sont 2 exercices différents. Absolument. Aussi agréables l'un que l'autre, ou sinon aussi enrichissants l'un que l'autre. Donc, je suis désolée de dire ça, mais j'ai pas... pour moi, ça a été une lune de miel. Puis avant ça, c'était extraordinaire aussi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. J'aime tout. Mais on n'a pas besoin d'aimer l'un ou l'autre. Finalement, on aime la vie. On n'a aucun contrôle sur la vie. Elle va nous arriver comme elle nous arrive. On croit dans un pays en paix comme le nôtre qu'on a le pouvoir de contrôler.
Tu sais, ici, là, tu peux dire, OK, je vais arriver à tel endroit à 10 heures pile. Ben, on est là à 10 heures pile. Oui. Peu importe ce qui arrive, il y a toujours si ta voiture est brisée, il y a le taxi. Si le taxi arrive pas, il y a le transport en commun, il y a le voisin, la route va être belle. Et même s'il y avait une tempête de neige, tu sais que la gratte va passer, puis tu vas pouvoir arriver à 10 heures. Ça, c'est dans un pays parfait. Tu vois, un pays en paix. Mais quand tu es dans un pays en guerre ou en conflit ou un pays pauvre, tu ne peux pas prévoir. Parce que des fois, là, tu pars en bicyclette, là, puis la bicyclette va rouler sur un morceau de, je sais pas, de métal, de verre, et la crevaison arrive. C'est pas sûr que tu peux acheter, trouver quelqu'un qui répare. Puis si c'est un accident, une crevaison plus grave, tu n'es pas sûr de pouvoir acheter une autre chambre à air. Et là, ton rendez-vous à 10 heures, oublie ça. Tu sais, tu peux pas contrôler. Ouais. Et là, c'est très drôle, mais dans un pays qui est moins riche, moins en paix, il y a un meilleur lâcher-prise. Oui. Dans un pays qui est en paix. Alors que dans un pays en paix, on devrait se donner le droit d'un lâcher-prise. Parce que ça va bien aller de toute manière. Ouais. Que tu arrives à 10h15 ou 10h30, c'est pas très grave. T'es là pareil. Oui. Alors que dans un pays en guerre, t'arrives peut-être pas parce que tu as marché sur une mine ou qu'il y a une balle perdue qui t'a frappé. Là, mais parce que tu sais ça, il y a un lâcher-prise. C'est contradictoire. Absolument. Oui, mais en même temps, j'aime ce que tu dis parce que je me demandais justement, est-ce que le lâcher-prise fait partie de ta vie? Toi qui connais les deux pôles, qui as connu les deux pôles dans ta vie, est-ce que le lâcher-prise est là ou des fois tu l'oublies? Non, le lâcher-prise est constant. Il y a des choses qui restent, heureusement. Ou sinon, je te dis ça, mais j'arrive à l'heure, là, à mes rendez-vous. Oui. Aujourd'hui, j'arrive à l'heure. Ouais. Donc, ce sont des notions que tu apprends et que tu acquiers, évidemment, après 43 ans au Québec. Je considère que j'ai les mêmes habitudes, ou sinon les mêmes réflexes que quelqu'un qui a toujours vécu dans un pays en paix. Oui. Mais il y a une autre couche, qui était la première couche, qui se mélange un petit peu avec le reste. Si je n'arrive pas à l'heure, j'en fais pas un plat. Alors, je te dirais, le sens du contrôle, je l'ai pas vraiment. En même temps, oui, je dois être très disciplinée pour pouvoir faire ce que je fais. Oui. Parce qu'il y a tellement de balles qui arrivent que si tu n'es pas discipliné, tu peux pas prendre toutes les balles tous les cadeaux qui arrivent du ciel, tu vois. C'est l'abondance des choses qui nous amène à s'empiler vers ce stress-là, à cette anxiété-là qui nous empêche de lâcher prise. Parce que je regardais ta biographie, puis la première chose qui me venait en tête, c'est j'ai l'impression que Kim a 10 vies, que tu as réussi à vivre tellement de choses. Je me suis replongée dans ton premier roman avant qu'on se parle, Rue, où tu parles parfois ici et là du rêve américain. Tu as l'impression d'avoir volé le rêve américain. En tout cas, tu fais des allusions à ça. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, dans la relecture, ça m'a marqué cette expression-là. Puis je me demandais si ça voulait dire quoi, ça? Puis parce qu'on parle de laisser aller, de contrôle, est-ce que tout ça a un lien ensemble en ce moment? Oui, parce que le rêve américain, c'est ça, c'est de pouvoir faire tout ce que tu veux faire. Tu as juste à rêver et ça arrive. C'est un pays qui t'offre, là, je parle de rêve américain, mais du Nord américain. Le Canada fait partie aussi, c'est pas un meilleur, pour moi, il est un meilleur pays que les États-Unis, d'accord? Alors oui, le rêve nord-américain, c'est ça, c'est de pouvoir réaliser tous tes rêves si tu veux. Parce que tous les outils sont là pour que tu y arrives. Mais peut-être qu'à cause de ça, ça met une pression sur nous de dire, tout est là, on devrait pouvoir cuisiner. On devrait utiliser tous ces ingrédients-là. Sinon, tu devrais pouvoir faire la lasagne ou sinon, je ne sais pas trop quoi, parce que tous les ingrédients te sont disponibles. Si tu ne réussis pas, tu stresses parce qu'il y a tous ces... Mais tu vois, je ne vois pas la vie comme ça. La vie est toujours trop riche pour nous.
La vie est toujours trop généreuse envers nous. Et donc, dans ma tête à moi, la vie, là, ce sont les chutes Niagara, puis tu as juste un verre pour aller chercher toute cette eau-là. Alors, c'est sûr que tu vas pas pouvoir prendre et recevoir toute cette eau-là. Il faut accepter d'avance que tu peux avoir juste une minime, vraiment partie de ce que la vie t'offre. Sinon, c'est comme un buffet. C'est ça. Un buffet, tu peux pas tout manger. Parce qu'après, écoute, la nausée va t'arriver assez rapidement, puis tu tombes. Puis je me souviens, la première fois, je travaillais à Hanoï, puis il y avait un buffet extraordinaire. Dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup de restaurants encore à Hanoï. Le pays venait juste de rouvrir les portes en 95, en 1995, mon Dieu, ça fait longtemps. J'étais envoyée comme avocate là-bas et il n'y avait pas grand-chose. Vraiment, là, quand je te dis pas grand-chose, là, mon dessert, je me souviens quand je marchais avec mon patron, là, on allait à une boutique, mon patron qui est québécois, canadien, on retourne travailler sur un projet là-bas. Les deux, là, on marchait, 15-20 minutes pour espérer trouver un paquet de biscuits Oreo avec 3 biscuits dedans. Des fois, sur l'étagère, il y en a juste 2. Et trouver notre dessert à 2 paquets de Oreo, un pour lui, un pour moi, là, pour qu'on n'ait pas à se battre, là, c'était un plaisir immense, OK, de voir sur toute la tablette vide 2 paquets d'Oreo, puis ça coûtait les yeux de la tête. Okay? Mais le week-end, il y avait le restaurant de l'hôtel Sofitel, qui est un grand restaurant et un grand hôtel à l'époque. Oui. Que la nourriture arrivait le brunch du dimanche. Là, il fallait que tu réserves vraiment plusieurs semaines à l'avance, sinon il n'y a pas de place. Parce que la nourriture arrivait directement de la France. Donc, il y a des huîtres, il y a du jambon, puis le dessert. Écoute, c'est à l'infini, là, tu sais, un Paris-Brest, un flan, un tiramisu, des choux. C'était décadent. Et on mangeait pendant 4 heures. On arrivait là à 11 heures, puis on sortait de là à 3 heures de l'après-midi, là. Et je me souviens la première fois, tu sais, après toute la retenue, là, de la semaine, je me suis lancée de là-dedans comme une malade. J'ai tout mangé, tous les desserts. Tout mangé, de tout. Et j'étais malade, non mais malade. Tu sais, donc, et c'est pas possible. Et pour moi, l'image de la vie, c'est ça. C'est d'avoir toutes ces possibilités-là dans notre pays à nous. C'est pas le cas partout dans le monde. Oui, on a devant nous toutes ces possibilités-là, mais il faut justement accepter que notre corps à nous peut pas tout prendre. J'adore ce que tu viens de dire. Ça me lance vers le chemin que toi, tu as décidé de prendre dans cette abondance-là, dans ta vie, qui t'a mené vers l'écriture. Évidemment, il y a eu plusieurs choses. Puis en regardant une entrevue que tu donnais, tu parlais du restaurant que tu as travaillé quelques années, que c'est toi qui avais ce restaurant-là. Pour toi, ça a été un des très grands challenges dans ta vie au Québec. Mais en même temps, c'est ça aussi qui t'a amené l'écriture. C'était le hasard de la vie, tu vois. Et puis, j'ai ouvert le resto vraiment parce que j'avais peur. Je venais d'avoir les 2 enfants. J'étais à l'étranger. Je travaillais à l'étranger depuis 5 ans. Là, je me dis, mais il n'y a plus personne qui va m'engager comme avocate. En fait, c'était ça. Et puis, si je n'étais pas engagée comme avocate, qu'est-ce que je pouvais faire comme métier? Je ne savais pas. Tu sais, quand tu es limité dans ta tête, là, ben voyons, il y a plein d'autres métiers, là, avec surtout en droit. Tu sais, c'est un passeport un peu, pour n'importe quoi, tu sais, mais pas n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Mais je voyais pas les options. Je savais pas que ça existait, des options. Donc, je me suis créé une job, en fait. Et c'est même pas moi, c'est une copine qui était à Bangkok avec moi, d'origine britannique. Tu retournes à Montréal, fais ça, tu sais, on va investir ensemble. Puis j'ai un oncle qui est architecte. Puis son rêve à lui, c'est plus construire un restaurant que opérer un restaurant. Donc, il y avait comme de l'enthousiasme, des gens qui rêvaient ensemble.
Ah OK. oui, toi, tu fais la déco, tu rénoves. L'autre, il dit, ah oui, moi, je vais continuer à rester en Thaïlande, donc je vais trouver des beaux objets, je vais tout envoyer ça pour la boutique. Moi, de l'autre côté, puis là, j'ai une autre tante qui fait gestionnaire, là, tu sais, une grande gestionnaire dans une compagnie pharmaceutique, ça n'a rien à voir. Mais elle dit, ah, mon rêve, c'est dans mon restaurant. Des petits rêves de tout le monde ensemble, puis ils ont dit, fais-le, toi. J'ai comme pris tous ces rêves-là, puis j'ai dit, ben OK, on le fait. Si vous croyez que je suis capable de le faire, je vais le faire. Ouais. Et je vais le faire. Pourquoi? Parce que je pense pas que je vais avoir un autre job. C'est aussi niaiseux que ça. Donc, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais du tout. On a ouvert le restaurant, puis ben, je me suis retrouvée sur le dos du tigre, comme je te dirais. Ouais. Ça roule, puis tu comprends même pas ce qui t'arrive. Ouais. Et donc, tu essaies juste d'être à la hauteur de ce qu'il a. Ouais. Je me souviens, au début, on avait juste 10 clients dans la salle, puis on courait comme des malades dans la cuisine. On ne savait pas comment servir 10 clients. Là. Et après ça, ben, il y a eu un article dans la presse, je crois. Mon Dieu, ce midi-là, il y a eu comme... On ne savait même pas comment fonctionner. Je te disais, là, c'est comme un saut en parachute en cousant le parachute. Je cousais le parachute en même temps. Puis le parcours, c'était ça le parcours. Mais ça a toujours été ça dans ma vie. C'est que les gens croient en moi avant que je sache ce que je vais aller faire. Quand on m'a envoyé au Vietnam, je ne savais pas ce que j'allais faire là. Je ne comprenais même pas le titre du projet. Quand mon patron m'a appelé et il me dit « Kim, ça te tente-tu? On a un projet qui s'appelle Policy Implementation Assistance Project avec avec le groupe de conseillers du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme. » Il parlait comme ça, là. J'ai rien compris. Puis je comprends pas plus aujourd'hui, là. Oui. Je sais pas c'est quoi Policy Implementation Assistance Project. What is that? C'est comme genre, oh mon Dieu. Et j'ai dit oui. Parce que je savais que j'allais devenir plus intelligente juste à respirer le même air que mes patrons. C'était des grandes personnes, tu vois, des gens avec beaucoup d'expérience, qui avaient 65 ans, 60 ans, donc quoi, 50 ans d'expérience professionnelle. Ouais. C'est sûr que tu vas apprendre. Donc, absolument. Pour moi, d'être à côté des grands sages. Là, j'ai pas dormi pendant ces 3 ans-là que j'étais avec eux. Puis au début, on n'avait pas encore d'appartement. Là. Notre quartier général, c'était un mini-hôtel qu'on a loué plusieurs chambres. Puis le matin, mais on ouvrait les portes, puis ça devenait nos bureaux, si tu veux. Ouais. Et, on travaillait à partir de là. À un moment donné, le personnel de l'hôtel m'a dit « Ah, tu dors jamais? » J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Ben oui, je dors, c'est sûr, je dors. »« Ah, ben c'est parce qu'on voit ta lumière. » Tu sais, jusqu'à 5 heures du matin. Tu sais, je devais travailler, je dormais entre 5 et 8. Genre, si tu veux. Mais j'ai pas dormi parce que j'avais tellement de rattrapage. Je ne comprenais pas ce qu'on disait ni ce que je lisais. Alors, ma vie a toujours été ça. Coudre le parachute pendant que tu sautes. Vas-y, vite, 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 pour que le vent puisse prendre puis t'atterrir tranquillement. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui m'attrape en plein vol. Alors, pour le parcours, là, je te dirais, il n'y a rien qui a été intentionnel. Il y a toujours quelqu'un qui me prend pour me lancer ailleurs. J'ai pas envoyé mon manuscrit dans une maison, à une maison d'édition. C'est un client du resto qui l'a apporté. Il lisait ce que tu faisais? Comment? C'est un client qui venait toujours tout seul au resto. Ben, pas toujours tout seul, mais souvent. Puis il venait 3-4 fois par semaine le lunch. Il s'asseyait toujours dans un coin tranquille. Il lisait. Je sais pas pourquoi mon équipe, on a décidé qu'il était bibliothécaire. T'inventes des histoires sur des clients. Ben oui. Tu sais comment c'était au resto. Ouais. Ah oui, lui, ça doit être un gigolo. L'autre, c'est un... Ben, en tout cas, on donnait des noms, tu sais, pour rendre une journée palpitante. On l'appelait le bibliothécaire. Et je disais à mon équipe, je disais, quand le bibliothécaire se rendait au café ou au thé, là, le dessert, vous me direz, si je peux sortir de la cuisine, je vais venir lui donner une amie. Dans ma tête, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'amis. Qui était un homme seul. Donc, je m'occupais juste de mes clients, si tu veux. Comme
restauratrice. Je m'assois, puis je raconte des niaiseries, tu sais, genre, le livreur de poulet n'est pas arrivé aujourd'hui, il y a une chicane dans la cuisine. En tout cas, des niaiseries, là. Et ils m'écoutaient, tu sais, puis c'était des 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, puis ils se sont accumulés, puis on est devenus amis. Et j'ai su beaucoup plus tard, peut-être 1 an plus tard, qu'il est un producteur de films et de cinéma et tout ça. Et c'est un producteur de rue. Puis on est en pré-production, on tourne dans quelques semaines. Oh! Wow! Donc, l'intention, c'est jamais de faire quelque chose. Je me suis juste occupée de mon client. Même pas de mon client, de juste un homme qui est là. Qui semble, en tout cas dans nos têtes à nous, là, mon équipe et moi, c'est qu'il n'avait pas d'amis. Et on a su beaucoup plus tard qu'il se cachait au restaurant pour pouvoir lire sans se faire déranger. Et tu vois, et lui, il pensait que j'avais besoin de parler de mes bobos du jour. Tu sais. Il m'a enduré. Donc, de part et d'autre, déjà, on partait avec une amitié. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Quand je te dis, ma vie, ça a toujours été ça. Toujours quelqu'un qui me porte. Et tu sais, le projet au Vietnam, là, après le premier mois, je comprenais tellement rien. Là. Je suis allée souper, puis je peux te dire même comment ils étaient assis. On était à une table ronde, un souper, mes 2 patrons et moi. Et j'aurais dit, je démissionne. Je ne comprends rien de ce qu'on fait. Je suis d'une inutilité extrême, tu sais, au projet. Tu as été capable d'être ouverte comme ça avec tes patrons? Ben oui, toujours. Ils m'ont dit, OK, qu'est-ce que tu vas aller faire? J'ai dit, je retourne à l'école. J'ai dit, je retourne pour apprendre, pour faire un bac en histoire, un bac en musique, un bac en économie, un bac parce que le projet couvrait beaucoup en administration publique, en droit international. Tu sais, en tout cas, il y avait tout ça à couvrir. Et donc, ici, quand est-ce que tu penses que tu vas finir? C'est comme j'ai peut-être à l'âge de 60 ans. C'est ça. Oui, donc quand je vais vous revenir à 60 ans. Et ils m'ont dit, OK, si tu veux apprendre tout ça, c'est ici, c'est maintenant. Alors, bats-toi le derrière, puis get up to speed. Je me souviens encore de l'expression get up to speed. Bats-toi le derrière. Et donc, ils savaient très bien que je n'avais pas la capacité. Mais ils m'ont porté. Ils m'ont dit, on va t'accompagner dans cet apprentissage. C'est ça que tu veux? Tu tombes parfaitement là. Mais donc, on a été très indulgents à mon égard. Oui. Mais d'après ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a énormément d'ouverture de ta part pour apprendre les choses et beaucoup de curiosité. J'ai la chance d'être née faible. Tu sais, je sais d'avance que je suis faible, que j'ai pas un cerveau exceptionnel ou même moyen, tu sais, parce que j'ai beaucoup de cousins qui ont le même âge, à peu près le même âge que moi. Et à l'école, tu sais, tu peux comparer quand tu as le même âge, dans la même classe, pour avancer. Et ça, j'ai toujours su que je suis plus lente qu'eux, tu sais, à apprendre. Donc, tu dois mettre de l'effort. On me le dit, de toute façon, ma mère me le disait, tu n'es pas aussi vite que ta cousine. Donc, que tu mettes 2 heures et non pas, pour elle, 15 minutes, elle a terminé. Mais moi, il me faut 2 heures. Tu vois? Donc, ça, et elle nous répétait souvent quand on est arrivé ici, là, au Québec, à mes frères et moi, elle disait qu'on devait travailler 2 fois plus dur que n'importe qui ici au pays pour pouvoir espérer d'arriver peut-être à la moitié de ce que les autres vont pouvoir faire. Donc, tu vois, c'est pas seulement boucher double pour arriver au même point. Boucher double pour espérer, seulement espérer la moitié. Et donc, ça fait partie de moi, de savoir que j'ai pas les mêmes capacités que tout le monde. Et le fait d'être née petite, aussi, tu sais, je mesure 4 pieds 11 et 3 quarts. C'était 5 pieds avant, là, je perds un peu de hauteur. Mais t'es tellement petite, tu sais d'avance que t'es pas grand-chose sur cette planète. Tu sais que t'es poussière. C'est très facile après ça de demander de l'aide parce que tu sais que tu peux pas exister seul. Et donc, oui, c'est très facile pour moi de dire, je comprends pas.
toute ma vie, je comprends pas. Ouais. Tu comprends? Le fait d'arriver ici, puis le plus clair, c'est quand tu arrives ici, puis tu comprends même pas la langue. Donc, tu es constamment confronté au fait que tu ne comprends pas. Donc, c'est pas un problème de ne pas comprendre, c'est un état normal. Alors que je dis à mes patrons, je comprends pas. C'est une phrase que je dis tout le temps. Étonnamment, quand tu dis ça, les gens t'embrassent et t'expliquent. Parce que tu es capable de montrer une vulnérabilité. Tu sais, ça prend. Oui. Faut être humble aussi. Avouer qu'on connaît pas les choses, qu'on comprend pas, qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis que tu as besoin d'aide. C'est extrêmement difficile. Moi, quand je me perds, là, j'ai aucun problème à rouler pas rouler ma petite fenêtre, mais descendre ma petite fenêtre. À l'époque, c'est rouler. Descendre ma fenêtre et demander à mon voisin au feu rouge, là, où est la rue X, Y, Z? Mais le père de mes enfants, qui vient de Robert, là, qui était, en tout cas, non, ça y prend tellement longtemps avant de baisser la fenêtre. Oui. Demander, juste demander. Oui. C'est tellement rapide. En 3 secondes, on va trouver le chemin. Ouais. Et des fois, là, on t'accompagne même. On dit, suivez-moi, je m'en vais dans ce sens-là. C'est extraordinaire. Ça crée en plus un moment humain entre les deux. Est-ce que c'est ça que tu es à la recherche, des moments humains, quand tu écris des romans? Mais tu n'as même pas à rechercher. C'est tous les jours. Tu vas à l'épicerie et c'est à tous les 3 pas, tu as un moment humain. Et je te donne un exemple. J'étais avec un ami dans le Nord. Il y avait une voiture normale, tu sais. Et au lieu de prendre la sortie normale, je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il dit, tiens, je me demande si ça sort par ici. Et là, moi, je fais comme, je suis pas sûre que ça sort. Mais étant le gars qui était gars, là, si tu veux, ouais, il continue. Il se pose la question. Là, il y avait des doutes, mais il est allé quand même. Il est allé pareil. Et là, les 2 roues en avant touchaient plus rien parce que c'était le trottoir mais un banc de neige. Oh non! Et moi, tu vois, mon premier réflexe, je vois un pick-up là-bas avec plein de pelles dedans. Là. Peut-être quelqu'un qui déneige. Oui. Je descends, je vais aller lui demander de l'aide. C'était mon premier réflexe. Alors que lui, je vais réessayer. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'enlises encore plus dans ton banc de neige. Mais finalement, on a demandé de l'aide. Là, tout le village était rendu là. On a eu un plaisir fou. C'était une fête parce que la dame du dépanneur est sortie, qui avait appelé son ami, je sais pas, garagiste pas loin, parce que c'est un petit village, là, qui a appelé aussi son autre copain, puis comme avec une boule. Oui. Boule. Mais oui, mais sa voiture n'a pas de boule. Finalement, ça marche pas. Donc, on va appeler, je sais pas, tel autre gars. Écoute, j'ai connu le village. Donc, tu sais, à la fin, on se prenait en photo là, ensemble. Tellement c'était le fun. Donc, quand tu n'as pas à chercher, l'humain est partout. Et l'écriture, c'est seulement choisir quelle histoire raconter. Mm-hmm. Comme là, avec toi, j'ai 1000 histoires que je veux te raconter. Oui. C'est juste de dire, quelle histoire qui va l'intéresser. Puis, comment tu fais pour la prendre, cette histoire-là, puis dire, c'est celle-là qui va mériter mon temps puis que je vais écrire. C'est dans l'histoire, tu sais, pendant que tu racontes. C'est comme là, ça dépend de ta question. Mon choix d'histoire dépend de ta question. Donc, le livre, c'est toi. Le personnage, c'est toi. Puis là, tu es en train de me raconter quelque chose en tant que personnage. J'ai elle est rendue là. Puis elle va raconter telle histoire. Ou elle a besoin de telle histoire pour révéler qui elle est. Le choix vient du personnage que tu essaies d'installer par rapport à un autre personnage, Et c'est là où les histoires viennent tout seules. Mm-hmm. Et oui, il y a des histoires que tu peux pas raconter exactement telles quelles. Il faut que tu choisisses là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'on n'a pas 1 million de pages. On n'a pas accès à 1 million de pages. Comme ce matin, j'ai pas toute la vie pour te raconter au détail de l'événement de la voiture prise dans la neige. Oui. Et ce que j'avais envie de te dire, c'est plutôt celle qui venait du dépanneur, elle avait des yeux bleus, clairs. Elle était d'une beauté extrême.
j'allais te raconter ça. Mais le but de mon histoire, c'était pas ça. C'est parce que tu voulais savoir comment je rencontre les humains. Mm-hmm. Et si tu me laissais aller, je dirais ça. Elle était époustouflante, tellement elle était belle. Et la mère du dépanneur, là, du jeune garçon qui nous dépannait, était drôle comme ça se peut pas. Tu sais, je t'aurais raconté l'humain de chacun. Mais là, c'est parce que ce qu'on était en train de faire, c'est de raconter une situation. Mm-hmm. Mais si dans le personnage, je te racontais plutôt que cette fille-là, parce qu'elle est vietnamienne, c'est ça. Au Vietnam, tout le monde a des yeux bruns. Donc, on ne décrit jamais personne avec la couleur des yeux. Mm-hmm. Brun foncé, en plus. Il n'y a pas vraiment de variation dans le brun, disons. Il n'y a pas de nuance, oui. Non, tu sais, c'est à peu près le même brun. Donc, tu ne peux pas dire, ah oui, elle avait les yeux bruns. Ça donne aucun indice. Alors, la couleur des cheveux et la couleur des yeux ne font pas partie de la description. Et donc, moi, encore aujourd'hui, je décris jamais une personne avec la couleur des cheveux ou des yeux. Je ne remarque pas. C'est pas rentré dans mon système. Sauf que cette dame-là avait des yeux tellement exceptionnels. La façon qu'elle avait mis son mascara et tout ça soulignait, je sais pas, c'était exceptionnel. Et donc, j'ai remarqué. Et donc, si j'avais écrit un livre sur un personnage vietnamien, je dis, la première fois qu'elle a compris pourquoi on décrit les gens avec la couleur des yeux, c'est cette rencontre-là avec cette femme-là. Ah. Tu vois? Et là, j'aurais raconté l'histoire de la voiture prise dans la neige, mais avec le focus sur les yeux bleus de cette femme. Voilà. J'ai un masterclass de Kim Thuy sur l'écriture présentement, j'adore. Je me laisse imprégner de tout ce que tu dis, absolument. Oui, mais donc c'est selon tu vois, le choix, la difficulté, pas la difficulté, le plaisir de choisir les histoires, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu essaies de mettre à l'avant. Quand tu choisis cette histoire-là pour révéler qu'elle vient d'apprendre comment décrire la couleur. La couleur des yeux. C'est magnifique. Merci beaucoup pour cette explication. J'adore. Grâce à ça, là, je sais que tu as des yeux bleus. J'ai les yeux verts, en fait, mais ça ne doit pas... Et là, parce que tu me dis qu'ils sont verts, ça m'emmène tout de suite à... Ah oui, j'ai entendu une neurolinguiste que le langage a un effet direct sur notre cerveau. Et pendant très longtemps, on sait ça, mais comment le prouver? C'est comme savoir que 1 est égal à 1, mais comment prouver que 1 est égal à 1? C'est très compliqué comme opération. Elle disait qu'il y a une tribu en Australie qui n'a pas de mots pour indiquer la gauche ou la droite. Donc, eux, c'est juste nord, sud, est, ouest. Donc, un enfant de 5 ans sait déjà où est le nord. Alors que dans la salle, il n'y avait que des scientifiques, là. Vous ne savez pas où est le nord. Non. Mais un enfant de 5 ans. Donc, la langue a un effet direct sur ton cerveau. La structure de la langue a un effet direct sur la formation de notre cerveau. C'est extraordinaire. Et là, j'arrive à tes yeux, là. Et en russe, il y a beaucoup de mots pour le bleu. Chaque bleu a un mot différent. Chaque nuance de bleu a un mot différent. Alors qu'en vietnamien, le mot bleu et vert est le même. On a juste un mot pour bleu et vert. Donc, si tu veux spécifier, il faut que tu dises bleu comme le ciel ou bleu comme une feuille pour savoir que c'est vert. Et ils ont fait le test. Si tu parles russe, tu es capable d'identifier les nuances de bleu plus rapidement que si tu étais francophone. Et moi, parce que j'ai été élevée durant mes 10 premières années, avec seulement un mot pour le bleu et le vert, j'ai beaucoup de difficultés à faire la distinction. Ah, OK. Alors, quand tu me dis, tu sais, je sais que tu as les yeux, et j'ai dit bleu. Ouais. Mais en fait, c'est vert. Alors, un francophone, normal, aurait su que tu as les yeux verts. Il verrait la nuance tout de suite. Donc, tu vois comment la langue affecte le cerveau.
Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de Fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Est-ce que cet intérêt-là pour le cerveau, je veux parler en fait de tes 2 livres sur l'autisme, est-ce que cet intérêt-là pour le cerveau est relié à ça, à ton fils, à toute la démarche que tu fais de ce côté-là? Sûrement. Comment je te dirais ça? Je ne sais pas c'est quoi ne pas avoir un enfant autiste. Ouais. Et donc, je m'intéresse à lui, donc je m'intéresse nécessairement à son cerveau, à lui, parce que c'est un cerveau différent, tellement intéressant. Et c'est grâce à son cerveau à lui que j'ai essayé de comprendre, que j'ai acquis comme un autre cerveau dans moi, parce que je suis capable de voir avec ses propres yeux à lui. Je peux fonctionner en partie, pas parfaitement, là, mais je vois ce qu'il voit. Donc, quelque part dans mon cerveau, je sais aussi. Tu sais, donc, j'ai comme acquis un autre cerveau, le cerveau un peu autistique, là, tu sais. Ouais. Et donc, ça a enrichi mon cerveau à moi. Oui, à recommencer, là, je te dirais, parce que je savais pas que ça existait. Mais si je savais à l'époque, je pense que j'aurais étudié en neurosciences, quelque chose comme ça. Parce que le cerveau est tellement intéressant. Malgré toute la technologie que nous possédons aujourd'hui, on ne réussit toujours pas à faire le plan architectural du cerveau. Tu vois, on l'a découpé avant dans ce sens-là, là, tout divisé en lobes. Aujourd'hui, avec je sais pas comment, les ondes et tout ça, on peut étudier le cerveau par tranche dans l'autre sens, à l'horizontale ou transversale, et on découpe le cerveau de 1000 façons et on le comprend toujours pas. Parce qu'il est une machine tellement sophistiquée. Je sais pas qui a pu créer ce cerveau-là. C'est incroyable. Donc, oui, c'est un sujet à l'infini. As-tu trouvé des réponses en tant que parent pour aider ton fils à se développer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris son cours, là? Beaucoup! Oui. Et ça, je dois dire, je remercie SACAN, le langage SACAN qui a été créé par Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, qui étudie justement le développement du cerveau. Alors, Brigitte est autiste, Lise n'est pas autiste, elles travaillent ensemble, ce sont des spécialistes du développement. C'est ça qu'on ne comprend pas, même pas le 1% du cerveau. Mais au moins, on comprend le 0,01% du cerveau, et donc on voit un peu les connexions. On voit un peu comment les messages voyagent, comment on apprend, un peu comme je t'ai parlé de la neurolinguiste qui voit comment le langage affecte la formation de notre cerveau. Alors, la même chose pour l'autisme. On réussit à voir un peu comment un cerveau autiste connaît. Il prend pas nécessairement le même chemin que toi ou moi, d'un cerveau neurotypique. Et on a étudié le cerveau de toutes sortes de manières, là, comment, par exemple, la dépendance fonctionne dans le cerveau. C'est comment it triggers, comme on dit, parce qu'on reprend toujours le même chemin. Et c'est pour ça que c'est très difficile de détruire une dépendance. Parce qu'il faut créer une autre habitude. Et si tu regardes dans ta vie, tu vas toujours ouvrir ta porte de la même manière. Donc, un meurtrier, c'est facile presque. Parce que le meurtrier, il va reprendre la même autoroute, le même chemin. Il va ensevelir le corps sur un chemin qu'il a déjà pris au lieu de prendre quelque chose. Tu vois? Quand tu comprends le pattern d'une personne, tu es capable de retrouver beaucoup de choses. Tu peux tracer le chemin de son cerveau. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je parle de mais nouvelle idée qui s'en vient. Oui, c'est ça. mais donc, le cerveau autistique, je te dirais, on comprend de plus en plus, de mieux en mieux. C'est comme l'effet domino. Quand tu ouvres une porte, la porte va s'ouvrir sur 2 portes. Là, tu ouvres les 2 portes, ça ouvre sur 4 portes. Ça devient exponentiel. Donc oui, j'ai appris énormément. Donc je te donne un exemple. Valmont, il aime beaucoup manger les bleuets surgelés. Là. Bon, j'achète des sacs de bleuets.
de toutes sortes de marques, quand c'était en vente, là, tu sais. Ouais. Un bleuet, c'est un bleuet, là. Ouais. Et donc, j'ai acheté des bleuets sauvages du Québec. Je ramène ça, puis Valmont, il veut rien savoir de ça. Puis là, dernièrement, il m'a demandé puis il parle pas, là, il y a pas beaucoup de mots. Il y a peut-être 10 mots, il me dit poubelle. Je fais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est un bleuet. Je lui dis, c'est un bleuet. Puis je mets ça dans un bol, non, poubelle. J'avais complètement oublié que les autistes comptent. Et les autres bleuets sont gros. Donc, tu peux les voir. Un bleuet sauvage, il y en a trop. Et ça l'empêche de compter. C'est trop petit. Je te dirais, il y a 5 ans, je n'aurais pas compris. J'aurais pas pu faire cette déduction. Ouais. Mais c'est parce que j'ai mangé avec Brigitte à un moment donné, puis c'était une salade avec des petits pois verts. Puis elle mangeait tout ça, puis là, tout à coup, là, puis elle parle normalement, elle donne des cours à l'université, là, j'allais dire, ça paraît même pas, ça paraît pas, là. Ouais. Puis là, quand la salade est arrivée, on a perdu Brigitte. Je commence pas à paniquer. Mais voyons, Brigitte, elle me répond plus, elle me parle plus. Non, j'attends. Je dis plus rien pour ne pas la surcharger, là, au niveau sensoriel et tout ça. Je bouge plus, je mange pas, j'attends. Et finalement, là, elle retrouve ses mots. Et elle me dit, il y a trop de petits pois. Je suis pas capable de toutes les compter. Le temps file, Kim, je veux absolument glisser un mot sur le prochain projet sur lequel tu travailles. T'as à peine glissé un mot sur le fait que ton livre Rue va être adapté au cinéma. Le livre est sorti en 2009. Là, c'était supposé de se faire en production présentement. Le film, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ils sont en train de faire le casting. Okay. Les personnages principaux sont déjà trouvés, sont magnifiques. Tu sais, je comprends pas grand-chose de la machine cinématographique. Je veux dire, il y a tellement de monde là, impliqué que tout ce que je peux faire, c'est plutôt leur donner des commentaires sur ce que je... Tu sais, si, par exemple, la petite fille disait « Ah, mon amie Joanne a des yeux bleus. » Non, c'est pas crédible. Elle n'avait pas cette capacité. Donc, ton implication, c'est vraiment au niveau de guider les gens qui font la production. Et tu fais pas partie de la scénarisation? Est-ce que... Non. Je sais pas comment... Je dis d'avance, je sais pas comment. Ouais. Je suis là, posez-moi les questions, puis je vous regarde aller, puis si je vois quelque chose, je vais vous le dire. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais je dis juste, mais c'est ça, je suis là juste pour les anachronismes. Oui. C'est toute une production de vouloir entreprendre ce projet-là. C'est énorme. C'est très courageux. Oui. Pour moi, le réalisateur est très courageux. Oui. Parce que la pression est grande. Le livre a été beaucoup lu, analysé, étudié. Le livre est dans plein de thèses de doctorat puis de maîtrise. Là. En Suède, en Iran, je sais pas, vraiment, là, quand je te dis, là, il y a beaucoup d'étudiants au contact pour leur thèse de doctorat avec Rue comme leur axe principal. Et donc, pour qu'un réalisateur ose prendre le projet puis dire « Je vais vous offrir mon point de vue sur le livre », c'est sûr que tu vas le savoir. Parce que chacun a déjà fait son film. Toi, tu l'as déjà ton film dans ta tête. Oui, oui. Dans la face de la petite. Puis en plus, on m'entend. Tu sais, dans le... En tout cas, oui, on a une idée de qui je suis. En plus. Donc, pour lui, de pouvoir faire un film qui, quelque part, prend racine de tout ça, mais en effaçant en même temps, c'est un défi énorme. Pour le moment, de ce que je lis là, du scénario, il a réussi. C'est déjà un bon point de départ si le scénario est il a très bien réussi. Il a été très habile. Comment il brode, comment il Tu vois, puis je lui ai dit dès le début, prends la liberté de me faire ton film. Fais pas mon film. Mon film, je l'ai déjà vu. J'ai pas besoin de revoir mon film. Je veux voir ton film. Alors, prends toute la liberté de faire ton film. Joue avec le livre. Joue avec, comme moi. Je ramasse plein d'histoires, puis je joue avec ces histoires.
et je raconte les parties que je veux bien raconter. Tu sais, je t'ai raconté les yeux bleus de la dépanneuse, de la femme du dépanneur, mais il y avait d'autres mondes. Là. Il y avait le monsieur qui pelletait, il y avait le monsieur... J'aurais pu faire le focus sur autre chose. Donc, je donne la même liberté au réalisateur de dire, oui, tu vois toutes ces histoires-là, mais prends ce que tu veux et morcelle-le. Le tournage se passe prochainement? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Et la sortie est prévue pour quand? Est-ce qu'il y a déjà une date prévue? Beaucoup. Là, c'est pas trop loin pour moi. C'est rendu trop loin. Oui, je sais que normalement, je devrais poser ce genre de questions-là, mais ça ne me... Non. Tu vois, le lâcher-prise, on revient au départ, là. Il y a un lâcher-prise. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre confinement? Est-ce qu'il y a un autre, une autre catastrophe qui nous arrive qui va empêcher le film de se terminer ou d'être déployé? Ou au contraire, ça va aider le film à se déployer? J'ai aucune idée. Maintenant, dans l'équipe, tout va bien, mais est-ce qu'il y aura un cas COVID au milieu de tout ça? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui tombe gravement malade? Donc, tu sais, tout ça peut arriver. Oui. Là, tu te dis, mon Dieu, elle est fataliste. Je suis sûre qu'eux, ils ont déjà la date. Oui. Parce qu'ils travaillent déjà avec le diffuseur, les salles. Hein. J'ai jamais posé la question. Puis parce que j'ai pas posé la question, je pense qu'ils oublient de me le dire. Ils pensent que je suis pas intéressée. Et quelque part, je suis pas intéressée. Oui. Il arrivera quand il arrivera. Quand le film va être terminé, il va être terminé, puis on va aller le voir. Mais là, on est loin, là. Puis même à une semaine de la sortie, s'il y a quelque chose qui arrive, disons que je meurs, ben peut-être que le film ne sortira pas, ou peut-être encore plus, j'ai aucune idée. Puis je te dis ça, puis c'est fou parce que je viens de parler au fils de Jean-Marc Vallée ce matin. Qui pouvait prédire ça? Il est toute jeune, il est en forme, et puis boum, la vie te l'arrache. La vie nous l'a arraché. Oui, vraiment. Puis tu ne peux pas prévoir ça. Non. Donc, ces films-là, qui sont en cours, là, ben, la sortie. Il nous a parlé, il m'a parlé de Yoko Ono, puis en tout cas, comment il a... Parce qu'il est en train de faire le documentaire. Le documentaire Yoko Ono. Ben là, c'est quoi la suite de ça? God knows. Mais moi, je voulais te remercier d'avoir écrit un mot sur Jean-Marc Vallée dans la presse. Je trouve que tu t'as offert une image de cette personne que je ne connaissais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis, mais qui m'ont marqué à vie et créativement également. C'est drôle, moi, dans ma tête, je me disais, j'aurais aimé avoir l'honneur d'être juste à ses côtés un moment pour voir comment il crée ce qu'il fait. Fait que ça, son départ me touche énormément. Je peux te donner une image que j'ai pas réussi à mettre dans le texte parce que j'ai une fois à 800 mots. Là. Oui. Puis mon focus, le travail de Jean-Marc est très connu. Et il y a plein de gens du cinéma qui ont pu parler de sa carrière professionnelle. Mais jusqu'au moment où je l'ai écrit, je pense qu'on parlait peu de l'homme derrière. Et je me suis permis, en fait, de lever le voile un peu sur l'homme. Et je trouvais que c'était pertinent que je partage la beauté de cet homme-là avec les gens, tu vois. Que ce soit pas juste moi qui en profite et ses amis proches. Donc, puis je voulais que vous sentiez son écriture, ses mots, presque sa voix. Donc, j'ai sorti un échange le dernier échange, en fait, de courriel entre lui et moi. Peut-être qu'il n'aurait pas voulu que je fasse ça. Je ne sais pas. Mais en même temps, comment faire pour révéler juste assez pour que le lecteur ou la lectrice ressente l'essence de cet homme-là qui était, tu vois, at core, au niveau comment il travaille. Je me souviens, il était dans sa maison, il y a une salle réservée pour le montage de ses films parce qu'il monte lui-même, donc tu as plein d'écrans, comme un vaisseau spatial. Ouais. Il est assis, puis j'étais juste debout dans le cadre de porte parce que je sais rien.
lui poser comme question. Montage, OK, montage. Mais je sais pas comment. Puis là, il dit, tu sais, le rythme, c'est comme, il faut que tu imagines comme une chanson. Puis là, il faisait ce geste-là. Et il dit, ça, c'est le rythme du film. C'était la musique. Ouais. Donc, il montait ses films. En musique, oui. C'est fou, hein? Et je garderai toujours cette image-là. Il était assis dans le film. Puis là, tu le vois, là. Et dans la vague de, de ce rythme de musique-là, pourtant, il parle d'images. Il est en train de me parler des images, une action. C'est très sensoriel de travailler de Jean-Marc, je crois, qui donne sa signature. Oui, vraiment. Et puis, il est vraiment habité par la musique. Cet homme-là est un musicien au départ, je crois, ou sinon un mélomane. Tellement, il aime la musique. Oui. Et il traduit la musique en images, ou sinon, des images bougent au rythme de la musique. C'est magnifique. Donc, c'est l'image que je garde de Jean-Marc. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je l'ai forcé à vivre encore. Mais il va continuer très longtemps, je pense, pour bien des gens. C'est la beauté de la création. Hein. En fait, on laisse tous des traces. L'empreinte écologique, là. Mais l'empreinte de nous, tu sais, on croit qu'on est... Je crois qu'on joue tous un rôle important dans la construction et aussi dans la destruction de la vie. Et c'est là où je crois que c'est important de réfléchir un peu sur ce qu'on apporte et ce qu'on laisse, parce qu'on laisse nécessairement des choses derrière. Puis hier, c'est drôle, j'étais dans une classe et on m'a demandé, des jeunes, ils m'ont dit est-ce que vous allez continuer à écrire et tout ça? J'ai dit, ça va dépendre de la pertinence. Sinon, c'est la pollution. J'utilise tellement de papier. Alors, si c'est pas pertinent, on laisse pas de traces le plus possible. On laisse pas d'empreinte. Et donc, si on laisse une empreinte, il faut réfléchir sur pourquoi on veut laisser cette empreinte-là. Et heureusement, enfin, que Jean-Marc a laissé toutes ces empreintes-là. Oui. Et j'aurais pu continuer parce que j'avais tellement de notes, je savais que ça allait faire ça, mais je suis très, très honorée de notre conversation aujourd'hui. Mais je veux clore avec des petites questions de fin de podcast. Aujourd'hui, tu as de la gratitude. Pourquoi? Pour tout. Déjà, d'avoir découvert ce thé Ochicha. Prier que je ne savais pas que ça existait jusqu'à il y a quelques mois. Et c'est devenu mon dada du moment. Gratitude, pourquoi comment la vie peut t'apporter tous les jours des petites perles, des joies du quotidien. Tu sais, oui, puis elle n'arrête pas. Ouais. Ça n'arrête pas. Nouveau mot. Je viens d'apprendre un nouveau mot, subrepticement, c'est-à-dire de façon subliminale, tu sais, de passer un message, mais subrepticement. OK. Et dernièrement, voilà, un ami qui m'a dit, qui a essayé de comprendre un peu mon parcours et tout ça, puis il m'a dit, en fait, oui, il y a une cohérence. Parce que quand on parle, tu sais, je pars dans tous les sens, puis il n'y a pas de cohérence, en fait. Elle dit non, c'est une cohérence émotive. C'est une belle description, ça, à mettre qui me suit, je suis une cohérence émotive. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un leader positif? Est-ce que je peux te donner un exemple plutôt? Parce que je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Pendant le tournage de La Table de Kim, à un moment donné, il y a eu une panne d'électricité. Et c'était le dernier épisode. Et je partais en voyage. On ne pouvait pas reprendre une autre journée. En 2 minutes, il y a eu un silence total dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? On est une vingtaine de personnes. Là. Ouais. Là, tout comme... Je pense que je me suis donné le droit d'être la leader du groupe, alors que c'est la réalisatrice et productrice plus que moi. Là, mais là, parce que j'étais devant les caméras, j'ai dit, est-ce qu'on peut continuer quand même avec les chandelles, avec les lampes de camping? Mais on continue. En 30 secondes, tout le monde a dit oui. Et chacun, parce que c'était des grands experts dans leur domaine, tous vraiment, le directeur de photo, la lumière et tout ça, vraiment, ils se sont virés de bord, là.
en 30 secondes pour dire, OK, on va replacer les caméras différemment pour aller chercher la lumière de l'extérieur. Mm-hmm. Comment on allait prendre le son. Mm-hmm. Maintenant, ça, le chef cuisinier qui devait préparer la nourriture pendant que je parle de tout ça, c'était chez mes parents qui étaient électriques, le four. Et tout de suite, il s'est dit, OK, je vais aller où j'étais, qui était un four à gaz, pendant les pauses et tout ça, pour réchauffer, pour cuisiner, puis là, sortir, puis là, revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est aussi réinventer pour que ça fonctionne. Le leadership positif, c'est de dire, de donner espoir à tous qu'il y a une possibilité de le faire autrement. Il y a une solution différente. Elle va être difficile, mais il y a une solution différente qu'on va essayer. De dire, on est d'accord, c'est un problème. On va avoir l'audace. Et tu sais quoi? L'électricité est revenue au bout d'une heure et tout le monde a refusé de le faire. De le faire. On est resté dans le chandelle. Ah! Et c'était l'épisode qui a vraiment soudé l'équipe. Et t'imagines, c'est une équipe vraiment des plus grands là, dans leur métier que j'ai eu la chance d'avoir. Et c'est la même équipe pour toutes les saisons depuis. Alors qu'on était en pénurie de personnes et tout ça, vraiment les équipes de tournage, c'est l'enfer d'avoir quelqu'un. Et la table de Kim a réussi à avoir les mêmes personnes chaque fois. Puis je te dis, c'est grâce à cette épreuve-là. Le livre que tu lis présentement? C'est en anglais, par contre, c'est un monsieur qui dit on doit mesurer les choses différemment. Quand on mesure différemment, on réalise qu'on perd beaucoup en utilisant toujours le même étalon de mesure. Je dis souvent hier aux jeunes, justement, je dis quand vous cherchez un mot sur l'Internet, c'est très vite, c'est 3 secondes. Dictionnaire, c'est sûr, c'est plus long. C'est 3 minutes. Minimum. Alors, si on utilise l'unité de mesure qui est le temps, le dictionnaire perd. Mais si on utilise une autre unité de mesure, qui est le nombre de mots que vous apprenez, c'est le dictionnaire qui gagne. Parce qu'on va rencontrer des mots par hasard, au hasard, en feuilletant. Parce qu'on tombe jamais sur la bonne page. Puis une fois sur la bonne page, il faut que tu passes par tous les mots pour arriver à ton mot. Et inconsciemment, et parfois consciemment, tu apprends des nouveaux mots en passant ton doigt sur les autres mots. Et moi, ça m'est arrivé tellement de fois, qu'en cherchant un mot dans le dictionnaire, je rencontre un autre mot qui dévie l'histoire que je suis en train de raconter. Ça me fait changer d'histoire pour mon personnage. Qui dévie carrément, là. Quand je te dis, là, je pensais qu'elle s'en allait au point A, là, ben non, elle va s'en aller vers le point N. Parce que je viens de trouver le bon mot. D'autres choses. Bon, ben là, ça me donne le goût de racheter un dictionnaire. Je peux pas croire que c'est vrai que ça fait moins partie de nos outils, dans le sens qu'il va peut-être plus prendre la poussière que d'autres choses, mais... C'est l'objet le plus précieux de l'humanité parce qu'il enferme, il archive pas seulement toutes nos connaissances, mais tous nos sentiments. Donc, quand tu lis le dictionnaire, tu lis l'humain. Tu lis toute la sophistication et la complexité de l'humain. Si j'étais un extraterrestre et que j'atterris sur Terre, là, je lis ça, puis je serais capable de contrôler tous les humains. Parce que je vais les comprendre là, comme ça. Et tu vois, le petit Robert, maintenant, ils ont une version où ils mettent les noms propres et les noms communs ensemble. Ah! Donc, quand tu vas chercher le mot machiavélique, tu as le monsieur Machiavel avant. Ah! Donc, tu apprends l'histoire de Machiavel en plus du mot Machiavel. Ah, c'est intéressant, ça. Chose que tu ne trouverais pas par Internet. Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? C'est celle qui sait utiliser sa main douce. Il faut que tu saches comment posséder une main de velours. Sinon, tu ne peux pas être une femme de fer. Une femme de fer, tu peux avoir la main de fer, mais à l'intérieur, tu dois avoir la flexibilité d'une main de velours. Une main de velours ne peut pas exister. C'est trop beau. Aucun doigt va tenir. Ça prend le fer. Merci énormément, Kim, pour cette conversation. C'était vraiment un plaisir
que je n'arrêterai pas, mais qu'il faut bien arrêter un moment donné pour continuer notre journée. Parce que oui, puis j'en appelle bientôt, mais c'est ça. Donc, félicitations d'être rendu à saison 4. 4e saison, oui. Et ça ne fait que continuer. Mais merci. L'endurance, alors bravo. Merci. C'est facile, 1. Oui. Mais rendu à 4, là, ça commence. De continuer. Merci, Kim. Bye! Bye. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.